La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo adhère au KICS Afrique 21, un programme de partage de connaissances inter-États dans le secteur éducatif. Sa mise en œuvre à découvrir dans ce journal. Premier dialogue interprofessionnel sur la fiscalité à Lomé. L'initiative est de l'Office togolais des recettes qui veut ainsi permettre à chaque acteur de cerner la fiscalité, surtout locale. Et puis les patrons de la presse togolaise étaient face à leurs confrères journalistes ce lundi. Ils ont dévoilé le baromètre de la liberté de presse au Togo. Que dit-il? Vous le saurez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Depuis 2016, le Togo et le Bénin ont décidé, d'un commun accord, d'ériger un site transfrontalier commun aux deux pays. Le projet avance bien et aujourd'hui, le draft transfrontalier est soumis à étude pour validation. Le compte rendu avec Christine Pétchéki-Aloudé. Le chenal Gbaga, un patrimoine naturel partagé par le Togo et le Bénin. Ces écosystèmes caractéristiques sont notamment les mangroves. La zone subit de fortes pressions anthropiques alors que la Convention de Ramsar recommande à chacun des deux pays d'inscrire leurs portions respectives avant la fusion et la reconnaissance de l'ensemble sous le statut de site Ramsar transfrontalier. Inscrire une zone humide comme site Ramsar fera que l'écosystème sera connu de partout dans le monde. C'est faire un zoom sur cet écosystème-là pour pouvoir mobiliser des ressources pour faire face aux divers défis. Défis sur le plan socio-économique, sur le plan écologique, sur le plan culturel, sur le plan touristique, etc. Le chenal Gbaga connaît une forte dégradation et en ce sens, c'est beaucoup d'activités qui en pâtissent. Le processus pour l'inscription du chenal Gbaga est presque à terme. Les communautés locales vont être sensibilisées sur la nécessité de sa préservation. Aussi, le draft de proposition de l'accord bipartite de gestion du site sera-t-il finalisé? Nous allons sortir un document qui servira de proposition de règles de gestion de l'écosystème. Nous allons essayer de valider le contenu de ce que nous appelons les fiches descriptives Ramsar. Ces fiches descriptives Ramsar sont une étape sine qua non pour finaliser l'inscription même du chenal de manière officielle. Nous voulons que ce soit un processus intégré. Le chenal Gbaga sera le 5e site togolais sur la liste des sites Ramsar après le parc Oti-Kéran, le complexe vert protégé de Togodo, la zone humide Oti-Mandouri et celle du littoral. Et sur le territoire togolais, à présent, le port sec franc de la plateforme industrielle d'Adeti Kopé est désormais opérationnel. Mise en service vendredi dernier, l'infrastructure vient renforcer et confirmer la vision de hub logistique du Togo dans la sous-région. Les détails dans ce reportage de Ilorich Amiga. 20 hectares de superficie, un nouvel espace logistique avec une capacité d'accueil de plus de 12 conteneurs simultanément. Le port sec d'Adeti Kopé dispose d'un équipement moderne, d'une plateforme de manutention et de transbordement des marchandises en provenance ou à destination de Lomé. L'infrastructure permettra de désengorger le port autonome de Lomé, mais aussi de rendre fluide la circulation dans la ville. L'ambition étant de faire de Lomé un centre logistique de premier ordre dans la sous-région ouest-africaine, ce qui va contribuer à la croissance économique du pays et à l'intégration sous-régionale. La volonté manifeste du président de la République, Faure Sozimnania Singbe, de créer de l'emploi et de la richesse se traduit dans les faits avec la mise en place en juin 2021 de cette plateforme industrielle d'Adeti Kopé et l'opérationnalisation quelques mois après de ce port sec.
Un enseignement de qualité de plus en plus renforcé. C'est à cela que le gouvernement togolais veut aboutir à travers des différentes initiatives entreprises ces dernières années. Et la dernière en date, c'est l'adhésion du pays au programme KICS Afrique 21, un programme qui vise le partage de connaissances et innovations entre les États. Et le programme a été officiellement lancé ce lundi à Lomé. Le compte rendu avec Ekwe Salah. Parmi les 21 pays africains qui expérimentent le programme KICS Afrique 21, on y compte désormais le Togo. Ce programme, le Togo veut s'en servir pour améliorer davantage la qualité de son enseignement. Cela se fera par le biais des échanges d'informations, des bonnes pratiques et innovations en matière d'éducation entre les États parties. Le programme KICS Afrique 21 vient pour promouvoir les innovations et les connaissances que les acteurs du système éducatif essayent de mettre en place dans leur pratique de classe ou dans la gestion du système éducatif, que ce soit au niveau des données et autres, pour que ces échanges-là puissent être vulgarisés et permettent aux autres de voir un peu comment on peut innover, parce que nous n'avons pas tous la même ingéniosité dans ce qui se fait. Pratique de classe, évaluation des élèves, alphabétisation. Le programme KICS prend en compte des innovations tous azimuts. Nous allons lancer un concours des innovations porteuses. Chaque acteur du système éducatif apportera ce qu'il pense qu'il fait de bien et qu'il veut que les autres sachent. Et donc, à partir de là, nous allons mettre un jury en place, un comité scientifique, disons, qui va essayer de regarder ces innovations au niveau national et essayer de retenir la meilleure. Il y a également un comité régional qui sera là. Et si nous avons trouvé une innovation porteuse au Togo, par exemple, nous allons l'envoyer à ce comité régional qui va également regarder. Et de ce côté-là, nous allons voir si ce que nous avons dit, innovation porteuse ici, vraiment est porteuse. Si elle est porteuse, vraiment, elle sera également vulgarisée au niveau de la sous-région dans les autres pays. À travers ce programme, le Togo entend aussi inciter les enseignants à plus d'engagement et de créativité. La journée du 5 octobre dédiée aux enseignants pourra servir prochainement de cadre pour gratifier et honorer leur ingéniosité. Et chaque concitoyen est appelé donc à participer à l'enracinement d'une éducation de qualité au Togo. Et le ministre de l'Enseignement supérieur lui apporte son appui à 3 localités de la préfecture d'Amou. Un projet de construction de bâtiments scolaires a été lancé dans ces 3 localités. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. C'est un geste historique, ce coup de truelle donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Majesté Iouateba. Un acte symbolique pour officiellement lancer les travaux de construction des bâtiments scolaires dans 3 localités du canton de Otadi dans la préfecture d'Amou. Des zones purement enclavées dont les infrastructures ne répondent pas aux réalités actuelles. Les bâtiments seront construits pour accompagner la politique éducative du chef de l'État. Les villages bénéficiaires, Békon, Alaousso et Oboenaou. Dans ces villages seront implantés un bâtiment de 4 salles de classe chacun selon ce modèle type. Le gouvernement est engagé dans une politique de construction massive de salles de classe pour les zones rurales et reculées, mais c'est nécessaire également que les communautés elles-mêmes, ne serait-ce leurs ressortissants que nous sommes, aussi fassent le geste pour dire au gouvernement combien nous accueillons ces initiatives et combien nous sommes engagés. Cette œuvre qui est une œuvre symbolique, qui est un don, vient juste conforter ce que les députés de la zone font, vient ce que fait le parti, unir de façon générale dans la région et surtout la vision du chef de l'État que nous essayons de décliner dans son plan d'action gouvernementale 2025. Cette politique éducative répond à l'axe 1 du plan sectoriel de l'éducation, un plan destiné à offrir un meilleur cadre d'études aux apprenants. Aujourd'hui, tout le monde a reconnu l'école comme étant un ancêtre de la promotion sociale et donc les enfants sont massivement inscrits dans les écoles. Mais il y a le problème de place assise et le problème de salle de classe qui se pose. Et donc ce bâtiment vient nous conforter dans cette dynamique. Dans ces écoles interviennent également des enseignants volontaires. Le ministre s'est engagé dans ce sens en accompagnant les 10 volontaires pour une durée d'1 an.
Ceci pour les motiver à bien s'occuper des enfants qui constituent la relève de demain. Et l'Office togolais des recettes OTR a lui opté pour l'enseignement de la fiscalité à tous. Et pour plus d'impact, le tout premier dialogue interprofessionnel sur la fiscalité est ouvert depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. Première édition du dialogue interprofessionnel sur la fiscalité. Les 20 et 21 janvier prochains, l'Office togolais des recettes OTR mettra autour d'une table de discussion la fêtière des communes, les experts et les praticiens de la fiscalité dans les universités du Togo et d'ailleurs. Fidèle à l'une de ses missions, recouvrer les impôts locaux pour le compte des collectivités locales, l'Office veut créer ce cadre d'échange afin de susciter davantage l'implication des acteurs dans la mobilisation des ressources. Nos élus locaux, l'administration locale, tous ceux qui sont appelés à gérer nos communes ont besoin des compétences dans certains domaines clés. Nous contribuerons ainsi à enrichir la connaissance, contribuerons ainsi à mobiliser davantage de ressources. Organisé à travers l'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR, ce colloque se tiendra à l'hôtel du 2 février en présentiel et en ligne. Il sera ponctué d'un partage d'expériences, notamment avec le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la France. Ces pays vont pouvoir dire en matière d'administration locale et de fiscalité locale ce qui a pu être fait, pas recommencer les mêmes erreurs, si erreur il y a. Et il y a de l'Université de Lomé, de l'Université de Kara qui vont participer au débat et apporter un peu leur grain de sel. L'objectif recherché, c'est d'arriver dans le cadre d'une dynamique de gouvernance concertée à améliorer la fiscalité au niveau local de manière à permettre aux élus locaux, nouvellement élus, de bénéficier de ressources suffisantes pour financer le développement d'intérêts locaux tels que la loi de 2019 sur la décentralisation et les libertés locales l'a voulu. Près de 35 communications seront délivrées, toutes en lien avec la décentralisation et la fiscalité locale. De quoi donner aux élus locaux les méthodes et les outils en vue d'une meilleure mobilisation des ressources au niveau local. Était également face à la presse ce lundi le patronat de la presse togolaise. Une sortie officielle pour publier le baromètre de la liberté de presse au Togo en 2021. Et les patrons de presse ont également saisi cette occasion pour faire adresser un plaidoyer en vue de l'abrogation des peines privatives de liberté contenues dans le code de la presse. Voyons cela avec Chaz Nam Baga. Suspension de parution, retrait de récépissé, arrestation, inculpation et emprisonnement des journalistes. Pour le patronat de la presse togolaise, la liberté de la presse n'a pas été au beau fixe au cours de l'année 2021 au Togo. L'année 2021 a été un soubresaut pour toute la presse togolaise qui a commencé d'abord par le retrait de récépissé à notre confrère Carlos Ketaou et ça s'est terminé par l'arrestation de 2 journalistes qui ont été incarcérés. Et nous disons que la presse togolaise est en danger. Dans son baromètre qui fait l'état des lieux de la liberté de la presse, le patronat identifie 3 articles clés liés à la régulation des médias en ligne comme étant l'une des causes phares de cette situation. L'article 3 a été introduit qui écarte du code de la presse les réseaux sociaux. Et quiconque, journaliste, même détenteur de la carte de presse, qui fait une infraction ou un délit de presse est pénalisé conformément au code pénal. Et nous nous disons, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, pour des situations de délit de presse, on puisse emprisonner les journalistes. Voilà pourquoi le patronat de la presse togolaise, dans un plaidoyer, appelle à l'abrogation pure et simple des peines privatives de liberté contenues dans le nouveau code de la presse, notamment ceux contenus dans l'article 3, alinéa 2 et les articles 5 et 156. Le patronat lance également une mobilisation générale pour revoir à la baisse les lourdes peines d'amende contre les journalistes.
L'autre sujet phare abordé est la détaxation des intrants d'imprimerie, des matériels de production et diffusion médiatique selon la Convention de Florence de 1950 et le protocole de Nairobi de 1976, tous deux ratifiés par le Togo en 2009. L'information est tombée hier dimanche. L'ex-chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a dans un tweet salué la mémoire de l'illustre disparu et adressé ses sincères condoléances au peuple malien en son nom et au nom du peuple et du gouvernement togolais. Et après l'annonce du décès de Ibeka, les réactions ont suivi. Les messages de condoléances et d'hommages viennent des 4 coins du monde. Mais que disent les Maliens eux-mêmes? Leur réaction dans ce reportage de Ulrich Amiga. Il fait jour à Bamako, quartier Sébenikoro de l'ex-président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. L'atmosphère de deuil règne ici depuis l'annonce du décès de Ibeka. Les habitants du quartier gardent des souvenirs de celui qui a dirigé le Mali de 2013 à 2020. Ça m'a vraiment choqué et puis je ne croyais pas. Même à présent, j'ai le cœur chaud. C'est un monsieur qui a vraiment aimé le pays, qui a aimé le Mali. Il avait l'amour de ce pays, mais malheureusement incompris par d'autres. Dans les rues de la capitale malienne, chacun y va de son appréciation sur celui qu'il considère comme homme de paix et de dialogue. C'était notre président. Nous l'avons combattu. Mais c'était un homme de paix, de parole. Il a gouverné le Mali et que son âme repose en paix. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le pays. Même s'il n'a pas fini son mandat, quand même il a fait ce qu'il pouvait faire. On n'a pas été reconnaissant envers lui quand même. Et moi personnellement, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer pour nous présenter nos sincères excuses vis-à-vis de nos comportements. Des souvenirs empreint de regret. Sa famille politique du Rassemblement pour le Mali est visiblement tétanisée par cette disparition. Quand j'arrivais en politique en 2001, j'étais novice. Je n'avais aucune notion, aucune expérience de la politique malienne. Cet homme m'a pris à bras le corps. Et après moi, beaucoup d'autres. L'opposition malienne aussi, de son côté, reconnaît en l'illustre disparu un homme d'État. Ce qu'on retient de lui, c'est son attachement à la démocratie et aux faits partisans. Et ce qu'on retient de lui, c'est clair que c'est l'acceptation de l'autre avec ses différences. Ibrahim Boubacar Keïta s'en est allé à l'âge de 76 ans, 1 an et demi après avoir été renversé par les militaires. Et en bref, toujours, on apprend cet après-midi le départ d'Alpha Condé de Conakry. Le président déchu guinéen aurait été autorisé à aller suivre des soins médicaux aux Émirats arabes unis. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, dit l'avoir fait pour des raisons humanitaires. Et au Soudan, les manifestations anti-putsch se poursuivent toujours. Les populations disent non au pouvoir putschiste et réclament un retour des civils à la tête du pays. Au Soudan, des milliers de personnes ont manifesté contre le coup d'État à Khartoum. Alors que le rassemblement se dirigeait vers le palais présidentiel, les forces de sécurité ont fait l'usage de la force en tirant des gaz lacrymogènes sur la foule. La date de la manifestation n'est pas laissée au hasard. Plusieurs diplomates américains venant dans le pays dans les prochains jours. Ils sont attendus dans la capitale cette semaine afin de faire passer un message de justice en faveur d'une transition menée par les civils. Malgré une répression meurtrière, les manifestants descendent régulièrement dans les rues pour exprimer leur opposition au coup d'État militaire de 2020 mené par le général de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. C'est qu'en 6 ans après le mémorable discours de Martin Luther King sur la fin de la ségrégation raciale, les inégalités entre noirs et blancs sont toujours perceptibles aux États-Unis. Et le Martin Luther King Day est une occasion toute trouvée pour rappeler encore une fois le rêve du pasteur King. La statue du Dr King domine la capitale fédérale depuis seulement une dizaine d'années. Mais dans le cœur d'une majorité d'Américains,
Il occupe une place centrale depuis plus d'un demi-siècle. Je lui suis tellement reconnaissante pour son sacrifice. Il a payé le prix ultime pour qu'on puisse être libre et avoir les mêmes droits que tout le monde. Le niveau de gratitude et de reconnaissance que j'ai pour lui est incommensurable. Aujourd'hui, même l'Amérique blanche, celle des pères fondateurs, célèbre Martin Luther King, mais reconnaît également que son œuvre est restée inachevée. C'est impossible pour un homme seul de finir ce travail. Ça va prendre des générations parce que ça a pris des siècles pour arriver là où on en est. Donc ça va prendre probablement des générations de transformation lente des mentalités et des cœurs pour achever notre but. Atteindre l'égalité totale rêvée par King, un combat d'actualité mené par Joe Biden, qui milite en ce moment même pour faciliter l'accès des minorités au bureau de vote, mais pour l'instant, sans succès. La Cour suprême a vidé de sa substance le droit de vote il y a déjà plusieurs années. Le résultat, c'est que nous avons beaucoup d'États du Sud qui sont en train de mettre en œuvre la suppression du droit de vote des Noirs et des autres gens de couleur. Donc l'héritage et l'histoire de Martin Luther King sont importants parce que c'est ironique que nous soyons toujours en train de mener les mêmes luttes que lui a menées il y a plus de 50 ans. 54 ans après sa mort, Martin Luther King continue à inspirer les Américains. Mais même si des progrès considérables ont été effectués depuis la marche pour les droits civiques, la marge de progrès dans le domaine de l'égalité reste considérable. Retour en page nationale où la société Togocom vient de clôturer sa campagne de remise de prix au challenge cadeau, récompensant ainsi des dizaines de détenteurs de points de vente Timoni. Les transferts d'agents Timoni et plusieurs Togolais, plusieurs responsables de vente Timoni ont reçu des prix allant de 100 000 à des motos de plus de 500 000 francs CFA. Le compte rendu de la remise et de la dernière remise au niveau de Lomé avec ce reportage de Naomi Nyonfam Sandra Agbotier avec la voix de Ekwi Salah. Comlan repart avec le Grand Prix du Challenge Timoni de Togocom, une moto de marque App Motors toute neuve. Dans le Grand Lomé, ils sont 10 représentants des points de vente Timoni à tirer leur épingle du jeu. Je suis content, je l'ai fait comme d'habitude. On a quelques 2 ou 3 points de vente. Sur nos points, nous avons l'argent sur le point. Donc, il y a du virtuel, il y a aussi de l'espèce. Donc, les clients ne viennent pas et ça disant qu'il n'est pas satisfait. Lui, c'est Kokou d'Almeida, lauréat du Grand Prix national. Tout comme Comlan, il s'en va également avec une moto. Un prix remporté grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires. Je remercie Togocom pour son cadeau. Je travaille beaucoup avant ce challenge. Mais c'est grâce à mes clients qui me sont fidèles qui m'ont permis d'être le gagnant. En plus des motos, les lauréats sont aussi repartis avec des chèques allant de 100 à 300 000 francs CFA. Quand il y avait la promotion, d'autres dépôts ont fermé, mais nous, on a continué dans notre boutique de vente. Et je suis contente que Timon m'a récompensé par mon travail. Le choix de ces lauréats est fait sur la base de leur fidélité à Togocom. Ils ont maintenu le cap malgré la réduction sur les transactions Timoni depuis le 22 novembre 2021. Tout a été notre joie de faire tout ce parcours pour rencontrer nos différents gagnants sur tout l'étendue du territoire national où nous avons remis au total 63 lots, dont 9 motos qui était le fruit du challenge que nous avons organisé depuis le début de cette promo. Toute cette promo où nous avons réduit les frais à nos différents abonnés, cela amène également à ce que nos points de vente puissent investir de plus. Et c'est ces investissements que nous avons voulu encourager à tous nos points de vente qui nous a amené à les faire compétir pour voir ceux-là qui nous accompagneraient pendant cette promo-là depuis le 22 novembre 2021 au 31 décembre. La promotion sur les transactions Timoni prend fin le 31 janvier prochain. Pour le groupe Togocom, cette expérience est déjà un pari gagné. Et direction maintenant l'Ouganda pour vous faire découvrir un mets qui est très prisé, délicieux et très lucratif. Il n'est certes pas gastronomique, mais il fait l'unanimité dans le pays. Il s'agit des sauterelles. Regardez. À chaque grand carrefour de la capitale, des vendeurs en proposent aux passants, qui se les arrachent. Dans des paniers, à même le sol,
ou encore dans ces casseroles encore chauds. Des insectes qui ici n'ont rien de repoussant, au contraire. Ça a un peu le goût de la viande, ou bien du poulet. Ce sont des sauterelles. La plupart viennent d'ici, le district de Masaka, dans le centre de l'Ouganda. Ces jeunes hommes sont des chasseurs de sauterelles. Comme tous les jours, ils installent cette curieuse structure au coucher du soleil. Un piège savamment mis en place. On doit l'installer chaque jour et on doit le défaire tous les matins. C'est comme ça qu'on récupère ce qu'il contient. Lorsque la nuit tombe, tout est prêt. Les ampoules suralimentées crachent leur lumière aveuglante qui se reflète sur la tôle. Un piège lumineux. Il attire toutes les sauterelles à la ronde. Et juste avant l'aube, c'est l'heure de la collecte. Ils sont chargés sur la voiture. Il faut maintenant faire vite. Les insectes doivent arriver vivants et le plus tôt possible sur le grand marché de la capitale, Kampala. Les acheteurs évaluent la marchandise et les négociations commencent. En moins d'une heure, Ibrahim Katangol a déjà tout vendu et empoché près de 750 €. Elles sont revendues comme ça, décortiquées, prêtes à être cuisinées à la maison. Je les vends un peu moins de 2 € par tasse, comme celle-ci. Ce soir, lorsque je vais rentrer, ma femme va les faire frire. Ça sera parfait. Ça va être mon petit casse-croûte. Ça va être délicieux. La teneur en protéines des sauterelles est bien supérieure à celle du bœuf ou du poisson. C'est aussi un aliment sain, bon marché et écologique selon tous les experts. Une série de qualités qui en font à coup sûr un ingrédient incontournable de l'alimentation de demain. Et à ce jour du lundi 17 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 35 993. 43 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 29 067. 133 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 6 663. Et le nombre de décès est passé à 263. 2 nouveaux décès ont malheureusement été enregistrés depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Sport, football, CAN Total Énergie Cameroun 2021 et voici les résultats de ce lundi. Les dernières rencontres de poule dans le groupe A. Le Cameroun accroché par le Cap-Vert, 1 but partout, mais le Cameroun déjà qualifié pour les huitièmes de finale conforte sa place de leader avec 7 points, avec en prime son capitaine Vincent Aboubakar, meilleur buteur avec 5 réalisations, également qualifié le Cap-Vert. Et en seconde rencontre, le Burkina Faso fait jeu égal avec l'Éthiopie déjà éliminée, 1 but partout, et les Étalons qui attendent désormais une place de 3e meilleur qualifié. Et la CAN qui enregistre beaucoup de buts, de beaux buts. Mais regardez, vous suivrez tout à l'heure cette frappe somptueuse. Et ça se passe ici au Togo. Championnat de première division, match disputé hier. Dito et AS Togoport. Et ce chef-d'œuvre est du jeune Fiabalo Deni de Dito FC. Et c'est tout simplement fabuleux. Regardez. Non, c'était Koko Gamekouzi qui s'est imposé dans les airs. Et voilà le ballon de... Et oui, quelle inspiration de Denis Sabalo. Qu'est-ce qu'il nous a sorti? C'est incroyable. C'est le but de l'année. Le but de Denis Sabalo, le jeune qui a été élu meilleur jeune de la saison. Regardez, à plus de 35 mètres, qui a vu la sortie d'Hervé. Le Togo n'est certes pas qualifié, mais le beau but reste donc au Togo. Et il s'agit donc d'une réalisation de Abalo Deni de Dito FC. Et c'est sur cette belle réalisation togolaise que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.